Aujourd'hui, regardons le thriller et film d'action de 2010, intitulé Les 3 prochains jours. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Tard dans la nuit, au milieu de la ville, John Brennan, professeur d'université, conduit nerveusement sa voiture avec un mourant sur le siège passager, alors qu'il essaie de décider quoi faire ensuite. Nous voyons comment tout a commencé. Il y a 3 ans, John mène une vie normale avec sa femme Lara et son fils Luke dans une jolie maison de banlieue. Un matin, après avoir fait son injection d'insuline de routine, Lara est surprise de trouver une tache de sang sur sa veste et l'emmène dans l'évier pour la laver. Mais avant qu'elle ait fini, la police fait irruption dans la maison et l'arrête pour meurtre. Lara est condamnée à la prison à vie et John doit élever Luke seul. Mais John n'abandonne pas. Il continue de payer un avocat pour faire appel et rend régulièrement visite à Lara en prison avec Luke, qui ne prête pas beaucoup d'attention à sa mère lorsqu'elle essaie de communiquer avec lui. Il y a 3 mois, John revoit les preuves avec son avocat. Lara jure qu'elle a croisé une autre femme et lui a fait perdre son bouton. Mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour envoyer les flics à sa recherche. Il existe cependant de nombreuses preuves contre Lara, un collègue l'a vu quitter les lieux. Le sang de la victime est sur ses vêtements et ses empreintes digitales sont sur l'arme du crime. L'avocat souligne que peu importe ce qu'il croit, Lara ne s'en sortira jamais. Alors John le congédie. Ensuite, il rend visite à Lara pour lui annoncer la nouvelle. Et elle devine dès qu'elle voit son visage en pleurs, ce qui l'a fait s'effondrer. Plus tard dans la nuit, John reçoit un appel disant que Lara a été envoyée à l'hôpital. Après s'être disputé avec le flic et le médecin, il est finalement autorisé à la voir pendant quelques minutes. Et il la trouve menottée au lit et avec un bandage autour du poignet qui lui donne une idée de ce qu'elle a fait. À ce moment-là, John décide qu'il fera tout ce qu'il peut pour sortir Lara de prison, même s'il doit emprunter la voie illégale. Il commence par lire des livres sur les évasions de prison et organise une rencontre avec l'ancien détenu Damon Pennington, qui s'est évadé cette fois de prison. Damon ne croit pas à l'histoire de John, selon laquelle il s'agit de recherches universitaires. Mais il lui donne quand même quelques conseils en échange d'un peu d'argent, chercher des choses qui interrompent la routine quotidienne de la prison, avoir déjà en tête une destination qui n'attire pas les touristes, planifier comment vous y rendre à l'avance, rester à l'écart des gares et des aéroports, partez d'un autre état, trouver de bons faux documents et payer tout en espèces. Cela signifie qu'il aura besoin d'une somme d'argent décente pour durer environ 5 ans. Les 2 parties les plus difficiles en seront celle des ponts de Pittsburgh car depuis le 11 septembre, ils ont appris à verrouiller la ville en 15 minutes. Et deuxièmement, être prêt à quitter définitivement ses parents et à tuer si nécessaire. Dès que John rentre chez lui, il s'empare d'un mur pour commencer à esquisser son plan avec une carte, des images, des indices et des calculs. Chaque fois qu'il rend visite à Lara en prison, il prête attention à des détails comme l'ascenseur ayant un trou de serrure, les ouvriers venant réparer une fuite au plafond et les camions qui s'arrêtent chaque jour. John devient tellement désespéré qu'il consulte même toutes ces informations sur son ordinateur portable pendant qu'il donne ses cours et met sa maison en vente pour obtenir l'argent nécessaire à leur avenir. Afin d'obtenir les faux papiers, John commence à se rendre dans un quartier louche pour acheter de l'Oxycontin et demande au revendeur s'il y a des contacts qui savent comment faire de bons passeports. Il lui faut quelques essais jusqu'à ce qu'il trouve un gars qui lui dit d'aller dans un bar pour trouver la bonne personne. Et John tombe accidentellement dans un piège où ils lui ont dit d'y aller pour se faire agresser. Tout cela est surveillé par Mike, un type étrange assis au bar. Il revient dans le quartier ombragé quelques jours plus tard et cette fois, il est suivi par 2 vélos. Lorsqu'il rentre chez lui, il entend sonner à la porte et y trouve Mike qui lui propose ses services. John lui donne des photos et de l'argent à l'avance avant de demander à Mike de ne plus jamais revenir chez lui, il viendra les chercher à un autre endroit. Mike accepte et rappelle à John que s'il n'arrive pas à l'heure, John devrait fuir. Sa prochaine étape consiste à acheter une arme à feu et à demander au vendeur comment l'utiliser. Lorsque mercredi arrive, il se rend à l'endroit convenu pour rencontrer Mike et y reste en attente même après avoir remarqué qu'il est tard. Après le départ d'une voiture garée à proximité, Mike se présente enfin et gronde John pour être resté si longtemps depuis que la voiture qui est partie était un flic. Il donne les papiers à John et lui dit qu'il le veut trop, et qu'un tel désespoir le fera commettre une erreur. La prochaine action de John est d'apprendre à fabriquer une clé à choc, qui est une clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Après avoir suivi un tutoriel sur internet, il décide de l'essayer la prochaine fois qu'il rendra visite à Lara. Avant de passer par le détecteur de métaux, il jette la clé avec ses clés habituelles dans le bol. Et après que le détecteur l'a déclaré propre, il attrape lui-même le bol pour cacher la clé dans sa main avant que le flic puisse la vérifier. Alors que la file de visiteurs est guidée dans le couloir, John s'assure de rester le dernier alors qu'il s'approche de l'ascenseur et insère la clé. Malheureusement, la clé se brise et la moitié reste coincée dans le trou. Alors John doit jeter la moitié dans sa main pendant qu'il joue l'innocent et attend l'inévitable, un flic venant dans l'ascenseur et la trouvant. Lorsque cela se produit, tous les visiteurs sont interrogés un par un, et l'agent se méfie rapidement de John lorsqu'il montre l'image de la caméra de sécurité et dit qu'il est derrière tout le monde. Mais la photo n'a tout simplement pas atteint son visage. Les soupçons ne sont cependant pas une preuve. Alors John est autorisé à partir et dès qu'il sort du bâtiment, il vomit. Le détective Keenan le voit et devient également méfiant, ignorant que Keenan le surveille. John commence à vendre ses meubles et à ignorer son frère chaque fois qu'il vient le voir. Un après-midi, alors qu'il emmène Luke au parc, ils reçoivent une invitation à se rendre chez son ami.
la fête d'anniversaire de Carrie, qui aura lieu dans quelques jours. Plus tard, John reprend son enquête, et lorsqu'il remarque un nouveau véhicule qui s'arrête devant la prison, il trouve enfin la clé pour exécuter son plan, les fourgons médicaux. John étudie le type de diabète de Lara, suit la camionnette pour étudier son emploi du temps et apprend à déverrouiller une voiture avec une balle de tennis sur Internet. Le lendemain, il suit la méthode du ballon pour pénétrer par effraction dans le fourgon médical et prendre une photo des tests de sa femme, qu'il édite plus tard sur l'ordinateur pour donner l'impression qu'elle l'est plus malade qu'elle ne l'est en réalité. La prochaine fois qu'elle rendra visite à Lara, elle aura une terrible nouvelle, dans 3 jours. Elle sera transférée dans un établissement de haute sécurité. Maintenant, John doit modifier l'ensemble de son plan pour l'adapter en si peu de temps. Le principal problème est l'argent, puisqu'il n'a pas encore vendu la maison. Alors il prend son arme et se rend à une banque, avec l'intention de la voler. Mais au final, il n'arrive pas à s'y résoudre. Ensuite, il rend visite à Lara à nouveau pour lui dire qu'il essaie de faire appel de son transfert et admet qu'il n'a pas passé beaucoup de temps avec Luke. Lara est en colère parce que John ne veut pas accepter la réalité et continue de vivre dans un rêve où il y a encore de l'espoir pour elle. Alors pour le faire abandonner, elle lui dit qu'elle a tué son collègue avant de quitter la pièce. Mais John ne la croit toujours pas. Alors il demande à la revoir et jure qu'il la fera sortir, déterminé à obtenir l'argent dont il a besoin. À la tombée de la nuit, John retourne dans le quartier louche et suit l'un des dealers jusqu'à la maison de son fournisseur, Alex. Dès qu'il voit une ouverture, John attrape le croupier et le pousse à l'intérieur, provoquant le chien de garde pour lui mordre la jambe. John menace tout le monde avec son arme et oblige Alex à enfermer le chien et son partenaire avant de leur demander de l'argent. Mais les hommes ne lui donnent que ce qu'ils ont dans leur poche. Alex pense que John n'a pas le courage de tuer puisqu'il n'a même pas pu tirer sur le chien. Alors John prouve qu'il est sérieux en allumant un feu avec une bouteille de whisky, prétendant qu'il a un enfant à la maison. Alex court à l'étage. John le suit en utilisant le dealer comme bouclier, ce qui s'avère être une bonne idée car Alex est en fait parvenu à prendre son propre pistolet. Le croupier prend la balle pour John et quand Alex vient le chercher ensuite, John parvient à lui tirer dessus en premier. Ensuite, John fouille les pièces et trouve un sac plein d'argent. Mais en sortant, il découvre que le croupier est toujours en vie et demande de l'aide. Nous revenons maintenant au début, avec John ayant le concessionnaire qui saigne dans sa voiture, qui a perdu un feu arrière. Il envisage de l'emmener à l'hôpital. Mais avant qu'il puisse se décider, le dealer décède. John se débarrasse de lui en laissant son corps à un arrêt de bus, puis se rend dans un parking particulier pour faire une entaille dans la clôture. La maison d'Alex brûle et la police vient enquêter, trouvant du sang sur le sol et les morceaux du feu arrière cassés comme indice. Pendant ce temps, John passe la nuit chez ses parents. Alors quand son père va mettre son sac rangé, il trouve les billets d'avion et devine ce que John envisage de faire. Le lendemain matin, John s'assure que Luke fait un bon câlin à ses grands-parents puisque ce sera le dernier. Et le père de John lui fait également un câlin, lui souhaitant un chaleureux au revoir. Aujourd'hui, John est enfin prêt à exécuter son plan. Après avoir emballé et jeté tous les documents liés à son planning dans 2 sacs poubelles séparés, il s'arrête au centre médical et coupe toutes leurs lignes téléphoniques. Puis il fait irruption dans la camionnette et remplace les tests sanguins de Lara par ceux qu'il a falsifiés avant de déposer Luke à la fête d'anniversaire de Carrie. Avant de partir, il dit à la mère de la fille que Luke a le numéro de ses grands-parents dans sa veste au cas où John serait en retard. À l'hôpital, il voit les faux résultats sanguins et comme ils ne peuvent pas appeler le laboratoire pour vérifier, le médecin demande que Lara soit transférée afin qu'elle puisse être gardée en observation. Pendant ce temps, les flics utilisent le feu arrière cassé pour récupérer le modèle de voiture et le remonter jusqu'à John. Alors, ils vont vérifier sa maison et découvrent l'état étrange de ce qui était autrefois son mur de planification. Lorsqu'ils reçoivent un appel du poste leur annonçant que Lara est transférée à l'hôpital, les détectives demandent des escortes et se précipitent également à l'hôpital, devinant les intentions de John. Mais John arrive à l'hôpital avant et entre dans la chambre de Lara en portant un manteau, et se faire passer pour un médecin, menaçant les flics avec son arme. Il leur fait défaire les menottes de Lara avant de les ligoter. Mais Lara refuse de partir avec lui. Alors pour la faire changer d'avis, John lui offre son téléphone pour qu'elle puisse appeler Luke et lui dire qu'aucun de ses parents ne reviendra. Voyant qu'elle n'a pas d'autre choix, Lara accepte de s'échapper et enfile les vêtements que John lui a apportés. Puis ils montent tous les deux dans un ascenseur, juste au moment où une infirmière les voit quitter la pièce et commence à appeler la sécurité. John et Lara abandonnent leur blouse blanche et atteignent le hall. Mais les détectives les attendent. Alors John appuie sur un autre bouton pour aller à un autre étage. Quand ils y arrivent, au lieu de sortir, John laisse tomber leur manteau près des escaliers avant de remonter dans l'ascenseur. Maintenant, les flics pensent qu'ils ont pris les escaliers jusqu'au parking et y ont couru. Mais le couple est en fait retourné dans le hall et est sorti par la porte d'entrée. Une fois arrivé dans la rue, John retourne sa veste pour qu'il puisse rejoindre un groupe de fans des Penguins de Pittsburgh qui se dirigent vers la gare. Ils parviennent à monter dans le métro avant que les détectives ne les rattrapent. Mais comme John sait que des flics les attendront à la prochaine station, il tire soudainement sur le frein d'urgence. Lui et Lara descendent du train, qui s'est arrêté juste à côté du parking que John a visité l'autre soir. Il se faufile par le trou qu'il a creusé sur la clôture et monte dans la voiture que John y avait déjà cachée. Ils parviennent à traverser le premier pont à temps.
La prochaine étape consiste donc à récupérer Luke. Malheureusement, il y a un petit détail que John a manqué et qu'il ne découvre que lorsqu'il s'arrête chez Carrie. La fête a lieu au zoo et ils ne sont pas encore revenus. Pendant que les flics enquêtent dans le quartier de John et trouvent le sac poubelle contenant ses papiers de plan, John se rend au zoo en voiture pour changer de route à la dernière minute. Il ne pense pas qu'ils pourront venir le chercher à temps avant la fermeture des routes. Il pourrait donc laisser Luke se faire chercher par ses grands-parents et venir le chercher à l'avenir. Lara déteste l'idée et ouvre la portière de la voiture pour exposer sa tête à la route, refusant de vivre sans son enfant. Après avoir failli s'écraser contre un camion, John arrête la voiture et renoue avec Lara, acceptant finalement de s'en prendre à leur fils. Ils se rendent au zoo et après avoir récupéré Luke, ils doivent trouver un moyen de traverser le point de contrôle sans être retrouvés. Heureusement, John a une idée. Il s'arrête à la gare et récupère un couple de personnes âgées pour leur proposer de l'emmener. Les gardes du poste de contrôle ne recherchent pour l'instant qu'un jeune couple avec un enfant. Ils parviennent donc à traverser en toute sécurité. Après avoir déposé les aînés en ville, ils se rendent dans un aéroport canadien et passent le passeport contrôle, juste avant que leurs photos n'apparaissent sur la liste des personnes recherchées. Et grâce à un changement d'équipe, le nouveau garde ne sait pas qu'ils sont à l'intérieur. Les flics rassemblent les morceaux de papier qu'ils ont trouvés dans la poubelle de John et trouvent une photo d'Haïti. Ils envoient donc une équipe pour arrêter tous les vols vers ce pays. En vain, Keenan se rend alors compte qu'ils n'ont trouvé que la moitié du placard. Ce sac a été laissé exprès par John avec un faux indice pour les retarder. Pendant ce temps, la famille monte à bord d'un avion en toute sécurité pour le Venezuela. Quelques jours plus tard, John et Lara vivent heureux à Caracas avec Luke. Le détective Keenan revient sur les lieux du crime avec une nouvelle théorie, la nuit du meurtre. Il pleuvait et personne n'en a tenu compte. Lara avait déclaré qu'elle avait trouvé l'arme du crime, qui était un extincteur, sur le sol et qu'elle l'avait déplacé pour qu'elle ne soit pas sur le chemin. Et c'est ainsi qu'elle avait du sang sur sa veste. Elle n'a jamais vu le corps. Mais en sortant, elle est tombée sur le tueur et a perdu un bouton de veste qui n'a jamais été utilisé comme preuve. Mais s'il avait plu ce jour-là, l'eau aurait entraîné le bouton dans les égouts. Keenan vérifie le drain et ne le trouve pas. Mais le bouton est juste là. À peine hors de sa portée, Lara a toujours été innocente.